À tout lire s'invite pour une deuxième saison chez vous et avec toujours des invités surprenants. Et là, en la personne de Sarah Thiaré Aline, quel bonheur de te recevoir parce qu'on va parler du monde de l'enfance et des enfants. Bonjour Sarah. Bonjour Léo. Bienvenue en tout cas dans cette émission où, alors il y a je crois 2 livres qui sont sortis et 3 livres en cours de fabrication ou en tout cas de processus créatif. Est-ce qu'on peut en parler parce que ce sont des livres sur les émotions, c'est ça? Tout à fait, c'est une série de 5, donc il y a déjà la colère et la tristesse donc, qui sont sortis. C'est moi qui ai la tristesse aujourd'hui et c'est toi qui as la colère, hein, Oui, attention. c'est ça. Et donc la joie arrive là. Et Ce sera dans une prochaine émission. c'est ça. Et ensuite, je vais terminer par la peur et le dégoût Très bien. pour finir Alors, la série. ces sujets-là, tu veux les aborder parce que je crois que, un petit peu innocemment, caché derrière, c'est quand même les problèmes de violence sur les enfants. Pourquoi ces sujets-là et ces thématiques-là? C'est ça, donc moi ma grande bataille, c'est les violences éducatives ordinaires, donc c'est toutes les petites violences du quotidien en fait, celles qu'on croit qui sont éducatives, donc ça va être la petite tape sur la main, le baleine et donc du coup, et on sait aujourd'hui avec les neurosciences affectives et sociales qu'elles font vraiment beaucoup de dégâts sur la construction du cerveau de l'enfant et au niveau émotionnel également. Donc du coup en fait, ce qui crée ces violences éducatives du quotidien, c'est qu'en fait les parents souvent ils savent pas trop comment gérer quand les enfants font des crises émotionnelles, donc notamment de la colère ou quand ils sont très tristes et avec les autres émotions également, parce que même la joie, quand ils sont trop excités, parfois les parents, ils savent plus, ils sont dépassés et c'est là, ces moments-là que on punit ou qu'on tape, des petites choses, mais qui sont quand même très graves, répétées au quotidien. Alors, il Donc, faut oui. peut-être juste rappeler que même si c'est écrit pour les enfants et que ce sont des livres pour enfants, tu me le disais tout à l'heure, il y a quand même des conseils, en tout cas un petit paragraphe à la fin dédié aux adultes. C'est exactement ça. Donc il y a la partie avec tous les petits outils pour les enfants, pour que l'enfant puisse arriver à gérer, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, à gérer ses émotions. Et ensuite, à la fin, il y a 3 pages avec justement pour avoir le côté un peu plus scientifique et que les parents puissent comprendre également et puis arriver à travailler également sur eux. Parce que souvent, un parent qui est touché par l'émotion de son enfant, c'est son enfant à lui, son enfant intérieur qui est blessé quand il se souvient de son passé à lui. C'est très intéressant. Alors, on reviendra sur ton parcours d'enseignante et puis ta formation Montessori. Moi, je voudrais juste te demander, avec une baguette magique, finalement, pour ceux qui nous regardent, l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire si on est une petite fée, qu'on a une baguette magique dans la main, pour faire, voilà, qu'est-ce qu'on peut changer dans ce bas monde? Il y a tellement de choses à faire. J'ai des frissons que tu me demandes ça. Je dirais, si on vraiment baguette magique, je dirais de mettre de l'amour dans les yeux, vraiment de tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui fait aussi qu'on est violent, c'est qu'on se dit, il fait ça pour m'embêter, ou je suis fatiguée, ou alors il fait exprès, etc. Si on n'avait que de l'amour dans les yeux, on n'aurait pas ce genre de comportement. Et l'amour entraîne l'amour. C'est important parce que ce que tu viens de dire, là c'est moi qui ai des frissons, finalement, tu vois, on se renvoie l'ascenseur, c'est de la relation humaine, on est vraiment au cœur du débat, c'est-à-dire que c'est pas facile d'être parent, on apprend tous les jours. Donc quelques petits conseils, parce que les enfants finalement c'est de la pâte à modeler, on a à modeler, à faire de belles choses avec, mais qu'est-ce que tu pourrais encore dire à tous ces parents qui nous regardent? Que l'homme est bon à la base, donc l'enfant est bon à la base et Bien que sûr. finalement, quoi qu'il fasse, il a toujours une intention positive. Il veut grandir, il veut découvrir le monde et quand il fait tomber un verre ou quand il va déranger quelque chose à la maison, quand il va toucher des choses qui sont précieuses pour nous, en fait c'est juste qu'il veut comprendre pourquoi ça nous intéresse, nous, pourquoi c'est précieux et en fait on perçoit des choses qui nous agacent et puis aussi on est fatigué, donc c'est pour ça que parfois c'est très compliqué aussi de gérer ces comportements-là. Mais en fait, c'est juste qu'il veut comprendre et accompagner l'enfant avec beaucoup d'amour et d'empathie. C'est une des clés. Mais, comme tu le dis, tu as voulu rebondir, c'est la fatigue qui nous fait ne pas entendre ces signaux et ces comportements-là. Et donc, du coup, c'est notre société aussi qui nous impose un rythme qui n'est pas forcément naturel. On en entend souvent parler, mais c'est bien que tu le précises. Oui. Ton livre parle des émotions, on nous apprend souvent à les cacher, à les refouler. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Alors non justement, parce que c'est hyper important. Émotion, ça vient du mot justement motion et extérieur, émotion, sortir. Et donc du coup, en fait, les émotions, elles sont des signes, c'est des signaux et c'est des alarmes en fait. Et donc en fait, c'est pour nous dire qu'il se passe un truc. Les émotions doivent sortir et justement de les camoufler, ça fait comme dans une cocotte minute. À force de dire à l'enfant ne pleure pas, arrête ta colère, arrête tes caprices, en fait, bah, l'enfant il retient. Donc soit il va se faire mal à l'intérieur de lui, il va tomber malade ou ce genre de choses, soit à un moment donné, pour un biscuit cassé ou à la crise d'adolescence, bah, tout va exploser, tout va sortir. Donc c'est jamais très productif. Alors, toi qui es du métier et qui es une professionnelle, est-ce que l'éducation en Polynésie est différente de l'éducation européenne? Parce que ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou l'éducation, avec ses qualités et ses défauts, on la retrouve partout pareil dans le monde? Il y a des récurrences quand même, hein, partout dans le monde. Après, il y a une culture, j'aime pas trop dire ça, mais il y a quand même une spécificité au niveau local où la violence est encore très utilisée dans le système éducatif. Hein. En France, par exemple, il y a une loi qui est passée justement contre les maltraitances, c'est sûr, mais par rapport aux petites violences du quotidien, en France, elle est passée cette loi-là. Et donc ici, c'est vraiment important que les gens se rendent compte à quel point elle a un impact négatif et à quel point elle est tout aussi grave. Parce qu'en fait, ces petites violences-là, ça commence par la tape, mais c'est après que ça s'enchaîne et ça devient des grosses violences de la maltraitance. D'accord. Une question très simple, c'est quoi éduquer finalement, pour ceux qui nous regardent? Simple et compliqué, j'entends Oui. bien, mais c'est quoi? Parce qu'il y a forcément une définition de l'éducation, donc c'est quoi? Ma définition à moi, Bien sûr, je dirais que c'est accompagner. C'est c'est un marcher joli à mot. côté de son enfant, c'est éviter justement d'essayer de le façonner à notre image. J'entends des fois un peu comme un tuteur pour une plante, Oui. c'est-à-dire pour permettre à la plante de s'élever, l'aider un petit peu. Alors c'est peut-être une image, Ouais. c'est celle qui me vient. Oui, avec peut-être un tuteur un peu plus large, parce que un parent veut toujours le meilleur pour son enfant. Et malheureusement, parfois, en voulant le meilleur, on projette énormément de choses sur lui. Et donc, du coup, on laisse pas forcément l'opportunité à l'enfant de faire son propre chemin. Donc, finalement, de faire confiance à l'enfant et de débrousser son chemin à lui, mais on le laisse avancer tout seul. Nous, notre job, en fait, c'est de vraiment accompagner et de sécuriser. Mais c'est lui qui doit faire ses propres choix et ses propres expériences. Ah ben ça tombe bien parce que tu vois, on entend souvent parler de Françoise Dolto ou de Montessori. Et là, je voudrais que tu nous dises un petit mot parce que toi qui viens de cette culture et de cet apprentissage Montessori, c'est quoi pour là aussi pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus, quelle est l'approche différente quand on est dans un cadre Montessori? Bah, c'est vraiment mettre l'enfant au centre. Donc, à l'école classique, ils le font aussi. Sauf que c'est vrai qu'il y a un nombre d'enfants et une organisation de la classe qui n'est pas toujours propice à. Alors que dans un espace montessorien, il y a très peu de tables, il y a 2 éducateurs. Et l'enfant, tout le matériel à disposition, et c'est l'enfant qui choisit ce qu'il va travailler à un moment donné. J'ai l'impression, tu vois, tu le disais tout à l'heure, je reviens dessus, mais parce que je pense que c'est un petit peu ton cheval de bataille, le rythme finalement. Oui, c'est ça. Le rythme, le temps qu'on peut passer et qui a l'air d'être quand même bénéfique en matière d'éducation. Est-ce qu'on a du recul un petit peu sur l'enseignement Montessori aujourd'hui, puisque ça date d'il y a combien de temps à peu près? 1900, les années D'accord. 1900. Et le recul qu'on a aujourd'hui sur ces méthodes? Ça fait des adultes qui sont hyper créatifs, très autonomes et qui créent leur vie et leur métier en fait. C'est rarement des personnes qui vont être des salariés qui vont suivre quelque chose. C'est des personnes qui vont créer selon leurs besoins et qui vont être acteurs de leur vie. D'accord. Alors du coup, dans les livres que tu as écrits, ces 2 premiers ouvrages, on retrouve un petit peu forcément de cette culture Montessori à travers le travail que tu as voulu effectuer? Oui, parce que c'est être autonome, c'est aussi du coup mieux se comprendre, savoir de quoi on a besoin pour pouvoir décider par soi-même et justement arriver à pouvoir discuter avec ses parents. Par exemple, le livre est très mélodieux, ça rime et donc du coup l'enfant retient très facilement les outils. L'idée, moi, que j'ai, c'est que l'enfant puisse aussi dire à un moment donné à son parent qui commence à monter dans les tours, mais attends papa, maman, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Donc savoir vraiment et prendre le pouvoir un peu sur la situation, arrêter de subir, que l'enfant arrête de subir finalement ce rapport de force que l'adulte met parfois sur lui. Alors c'est très joliment imagé, hein, je le dis aussi puisque notre réalisateur mettra sûrement à l'image, Oui. en tout cas de belles images des dessins. Tu peux en parler? Qui c'est qui a fait ces dessins Madame alors? Marie qui est orthophoniste
orthophoniste, donc il connaît très bien les enfants et leurs besoins justement spécifiques. Et ça se voit et ça se sent dans l'ouvrage. On voit en tout cas cette approche, ce coup de crayon pour l'enfant en tout cas. Et avec qui j'ai fait la formation Filiosa également, donc elle est vraiment très branchée parentalité positive également, comme moi. Alors après ce travail, parce que là on est vraiment axé sur la thématique des émotions, mais est-ce que ça t'a donné l'envie d'écrire d'autres ouvrages dans des thématiques et des sujets complètement différents, ou tu veux rester sur, en tout cas sur un petit peu ce qui est aussi ta profession, ton métier et ta passion? J'aimerais rester quand même dans le domaine de l'enfance, mais j'ai des tas d'envies. J'aimerais en fait pouvoir... Là, on est sur les sentiments, une série sur les sentiments. J'aimerais faire une série sur les besoins. Et pour faire en fait toute une déclinaison par rapport à la communication non violente. Et vraiment pouvoir outiller les foyers sur comment communiquer, comment interagir ensemble sur la résolution de conflits. Et puis donc toujours sur les violences éducatives, vraiment un livre qui puisse vraiment expliquer à quel point c'est des petits pièges du quotidien qui nous polluent en fait, et on serait tellement beaucoup plus heureux sans tout ça et sans ces réflexes. On arrive au moment de la lecture avec, moi je deviens spectateur et j'écoute un petit peu de ce récit en tout cas. Dans les émotions, tu as choisi celui de la colère, Teriri. Très bien, voilà. J'ai intérêt à me tenir à carreau et je t'écoute dans ce petit moment de lecture. Juste celui-là, il est un peu plus pour les plus jeunes, donc il y a la petite Reva qui est là, et puis celui que tu as, Terumaruma, est un peu plus pour les plus âgés, mais bon, globalement, tout le monde s'y retrouve. Je préfère me faire gronder par un plus petit, hein. Je préfère que la colère, ce soit avec un petit. On t'écoute, Sarah. Donc, stop. Pour calmer Teriri, ma colère, pas de mystère. Je la fais d'abord sortir pour qu'elle ne me fasse plus souffrir, en criant dans une pièce fermée, sous la douche ou dans la vallée. En sautant sur mon trampoline ou sur mon lit pour libérer l'énergie de Teriri. En déchirant une feuille morte, je me sens forte. En tapant sur un coussin et jamais sur un copain. En lançant Teriri au loin, fini les mots et gestes coups de poing. Quand Teriri s'est bien exprimé, enfin je peux me calmer, en contrôlant ma respiration. 1, 2, 3, inspiration. Merci Sarah Thierry pour en tout cas ce petit moment de lecture enfantine. Et le plus compliqué est de faire simple. On parle d'émotions, on a de jolis dessins. Je vous encourage vivement à retrouver en tout cas ces ouvrages. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un à tout lire avec un autre invité pour parler d'autres sujets. Et c'est ça qui est bien.